Qui vas-tu appeler une noire, grogna la voix. Personne ne prendra au sérieux une esclave comme toi. Retourne en Afrique, ta patrie, hurla le sergent Cole avec venin. Il ne prit même pas la peine de lui demander son nom. Il vit simplement la couleur de sa peau et laissa le poison de son âme parler. La générale Regina Monsieur Cal cligna des yeux, moins stupéfaite par les mots que par le ton. Le regard de cet homme comme si elle était une ordure, comme si son grade, ses années de service, sa dignité ne signifiaient rien. Désolée, répondit-elle d'une voix ferme, posée et contenue, refusant de s'élever face à la haine. Quel est le problème, officier? Le problème, cracha Cole, c'est que tu es dans une voiture qui ne t'appartient pas, habillé comme si tu jouais aux soldats. L'agent Hanquin rit et entra, tournant autour du véhicule comme un prédateur jouant avec sa proie. Des badges du Pentagone? Qui vous les a donnés, votre Mac, ricana-t-il. Regina sentit son sang se glacer dans ses veines. Ils étaient maintenant deux policiers incapables de lire un badge fédéral, à lui parler comme si elle était une ordure. Je suis la générale Regina McAllister, dit-elle d'une voix maîtrisée. Vous commettez une. Tais-toi, aboya Cole en se précipitant, menottes aux mains. Je me fiche que tu dises être Michelle Obama Black. Cette voiture est volée et tu es en état d'arrestation. Avant qu'elle ait pu terminer sa phrase, elle a été arrachée du siège conducteur avec force. L'acier froid des menottes mordait sa peau tandis qu'il la poussait sur le trottoir brûlant. Ne pleure pas, ma puce, lui chuchota Hanquin à l'oreille, un sourire malsain et sadique dans les yeux. J'espère qu'en prison, ils te traiteront mieux que nous. Ou peut-être qu'ils te feront nettoyer les toilettes. Donne-moi mon téléphone. Maintenant, dit-elle en serrant les dents. Tu vas regretter de m'avoir touché. Ton téléphone. Hanquin se moqua d'elle, fouillant le SUV comme s'il lui appartenait. Qu'est-ce que c'est que ça, murmura-t-il. Un foutu iPhone du gouvernement? Il le sortit de la console comme quelqu'un qui déterre un objet de contrebande. Il le brandit en l'air comme un trophée, l'agitant devant son visage. Qui te l'a donné, petite noire? L'as-tu volé? Ou l'as-tu pris à un soldat après avoir réchauffé son lit? Le sergent Cole laissa échapper un rire dur et guttural, imprégné d'années d'amertume et de mépris non filtré. Je ne serais pas surpris, dit-il en resserrant les menottes jusqu'à ce qu'elles lui brûlent les poignets, si vous faisiez partie de ces satanées expériences d'inclusion de l'armée. Maintenant, ils donnent des costumes et des titres à toutes les jolies filles, a-t-il poursuivi. Et regardez, ils leur apprennent même à parler correctement. Regina déglutit difficilement, ses yeux rivés sur les vagues de chaleur chatoyante s'élevant du bitume. Vous violez les protocoles fédéraux, réussit-elle à dire, la voix tendue et contrôlée. Et tu crois que ça m'intéresse, mon pote, siffla Cole avec un sourire en coin, glaçant. La seule loi qui compte ici, c'est la mienne. Et sous ma surveillance, aucune garce noire aux airs de grandeur ne se promène dans une voiture comme celle-ci. Hanquin se pencha à travers la portière ouverte du véhicule et ouvrit brusquement la boîte à gants, jetant des papiers d'identité, des dossiers, des documents importants, dans les airs comme des déchets. Regarde ça, Cole, railla-t-il. A-t-elle des documents classifiés ou quoi, pense ce sont des documents? Cette garce se croit vraiment importante. On devrait peut-être appeler l'immigration, ajouta Cole en riant. Ou le contrôle des animaux. Regina ne bougea pas. Elle ne pouvait pas. Ses poignets la brûlaient, sa peau se boursouflait sous son uniforme froissé, et les mains cruelles d'Hanquin fouillaient sa vie comme si elle était une criminelle, et non un officier décoré. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, répéta-t-elle, plus doucement maintenant. Hanquin revint sur ses pas, lui saisit le visage d'une main rugueuse et sale et la força à le regarder. La seule chose que je sais, dit-il, c'est que ce soir, tu seras dans la cellule des femmes. Sans uniforme. Sans nom. Et sans ce visage qui donne l'impression que tu es meilleur que nous. Ici dehors? Tu n'es personne. Cole commença à lire à haute voix l'un des documents qu'ils avaient jetés au sol. Regarde, Hanquin. Celui-ci dit brigadier général Regina Monsieur Cal. Elle éclata d'un rire moqueur. Ouais, tu y crois. Je le veux, dit enfin Regina, le menton à peine levé. Et si tu as un minimum de bon sens, tu me rendras ce téléphone. Sans prévenir, Cole la giflait. Le coup fut rapide, violent et irréfléchi. Même menottée, même assise, l'impact la fit chanceler. Encore une, petite noire, murmura-t-il à son oreille, d'une voix basse et menaçante. Encore une,
et je te jure que tu oublieras qui tu étais. Elle ne tomba pas. Mais le goût du sang lui emplit la bouche et sa tête tourna. Pourtant, Regina Monsieur Cal ne dit rien. Elle ne supplia pas. Elle ne pleura pas. Mais à l'intérieur, quelque chose commençait à se fissurer. Et ce n'était pas la peur. C'était de la rage ou une rage silencieuse, raffinée, acérée comme un rasoir. Maintenant, vous comprenez comment ça marche, général, dit Cole en s'accroupissant à côté d'elle. Vous n'êtes pas au Pentagone. Vous êtes sur mon autoroute. À mon tour. Mes règles. Elle tourna la tête, ses yeux tombant sur le téléphone toujours serré dans un poing. Ce téléphone est une ligne directe. Si tu fais autre chose, ces bêtises vont tout gâcher. Ton téléphone, rugit Anquin, et il écrasa l'appareil contre le trottoir. Tu sais ce que je pense, dit Cole, les bras croisés, la fusillant du regard. Je crois que tu n'es même pas dans l'armée. Je parie que tu as acheté cet uniforme en ligne. Un de ces costumes d'Halloween débiles. Et ensuite, ajouta Anquin avec un sourire narquois, la tournant autour d'elle comme un requin. Nous dire que tu es astronaute? Ou président? Mais avec ce cul-là, ajouta-t-il avec un petit rire vulgaire, tu pourrais peut-être aspirer à devenir stripteaseuse dans une base militaire. Qu'en penses-tu? Cole s'est approché d'elle par derrière et l'a poussée au sol, la forçant à s'agenouiller sur le trottoir, les poignets toujours liés. Ne sois pas hautain, esclave. Regarde-toi, à genoux, ensanglanté, dans la rue. Exactement comme tu es. Rien. Regina prit une profonde inspiration. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Son visage était calme, mais ses yeux. Ses yeux parlaient une langue différente, une langue que Cole, Anquin et tous les hommes comme eux comprenaient. Ce n'était pas une supplication. C'était une phrase. Toujours à genoux, toujours en sang, Regina croisa le regard de Anquin et dit, d'une voix lente et ferme. Dernière chance. Rends-moi mon téléphone. Il pourrait encore arrêter ça. Anquin lui cracha au visage. Cole ricana de nouveau, mais cette fois, son rire avait perdu son côté cruel et assuré. Quelque chose leur filait entre les doigts, quelque chose d'intangible mais d'indéniable, et ils ne savaient pas encore combien cela leur coûterait. Regina, toujours immobile, déglutit. Elle sentit la vive brûlure irradier du cou jusqu'à son visage. Lentement, elle leva les yeux, son regard fixe, se fixant d'abord sur Anquin, puis sur Cole. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda-t-elle d'une voix calme, étrangement posée, contrastant fortement avec ses blessures. « Tu as peur qu'un seul appel te coûte ton badge » Cole renifla, mais il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Anquin fit un demi-pas en arrière, sans le vouloir, comme si quelque chose dans sa voix ou quelque chose de bien plus fort qu'elle l'avait touché en pleine poitrine. Au prix d'un effort visible, elle se releva. Les menottes métalliques tintinabulèrent dans son dos. « Accordez-moi juste une minute. Juste cette foutue minute. Si vous pensez que je ne suis rien, si vous êtes si sûr que j'ai obtenu cet uniforme grâce à une œuvre caritative ou à un programme d'insertion, dit-elle en s'avançant, le regard brûlant plongé dans le leur, alors quel problème y a-t-il à me laisser passer un appel? Vous nous menacez, ricana Anquin, mais sa bravade s'était dissipée. Sa voix manquait de l'assurance qu'elle portait auparavant. Je t'offre une chance, dit-elle doucement, une chance de descendre du train avant qu'il ne déraille. Sa voix ne s'éleva pas, mais son poids remplit l'air comme un nuage d'orage. Parce que si je compose ce numéro, c'est fini. Pas seulement pour toi, mais pour ton patron, pour le service, pour tout le comté. Cole essaya de rire, mais ses lèvres tremblaient. Tu n'appelles personne, lança-t-il. On a déjà cassé ton petit jouet, ajouta-t-il en balançant les débris de son téléphone sur le trottoir. Mais même alors qu'il le faisait, sa voix se brisa, non pas à cause de la peur, mais de quelque chose de plus profond, de résolu. Regina sourit. À peine. Juste l'ombre d'un geste. Une jeune femme, âgée d'accent grave peine 25 ans, traversa la rue en trombe. Elle avait les cheveux bouclés, d'épaisses lunettes et un téléphone serré dans sa main comme une arme chargée. « Prends le mien » cria-t-elle, essoufflée et provocante. « Prends-le. Appelle qui tu veux. » Et, recule, cria Cole en fonçant vers elle. « C'est une idiote de général. »« Moi aussi, je sers » cracha la jeune femme, tenant toujours son téléphone comme une bouée de sauvetage. « Et je sais ce que signifie cet uniforme. » Cole se précipita,
mais une autre silhouette, un homme costaud portant une casquette de vétéran usé, s'avança, le repoussant avec une force surprenante. Touchez-la, prévint la femme, les dents serrées, les yeux flamboyants, et ce sera vous qui aurez besoin de renfort. Regina leva ses mains liées. La jeune femme porta le téléphone à son visage. L'écran oscilla entre ses doigts. Regina se pencha et composa rapidement un numéro de mémoire. Elle ne tapa pas. Juste un clic. Communication de défense. Identifiez-vous, dit une voix robotique, efficace, sûre. La gorge de Regina se serra, mais sa voix résonna clairement dans le haut-parleur. Brigadier général Regina, Monsieur Kahl. Code 4481 Lima. Détenu illégalement par des officiers d'état-major du comté. Adresse approximative, Interstate 95, sortie 140. Devant la station-service Marconil. Elle marqua une pause, la poitrine haletante. Ils détruisent des biens fédéraux et compromettent la sécurité opérationnelle. Un faible murmure se répandit dans la foule comme une vague d'incrédulité. Cole se figea. Anquin pâlit, la bouche légèrement ouverte. Je répète, dit Regina d'une voix d'acier, agents armés, comportement hostile, possible profilage racial. Priorité alpha. Unité d'intervention immédiate. Elle prit une inspiration tremblante. Je transmets sous contrainte. Je répète, priorité alpha. Confirmez les coordonnées générales. Une voix plus alerte intervint, confirmé. Suivi. Regina peinait à parler. GPS actif sur l'appareil endommagé. Triangulation visuelle nécessaire. Je répète, hostilité avec le FIR. C'est fini, cria soudain Anquin, pris de panique tandis qu'il lui arrachait le téléphone des mains. Il a volé. Il a heurté le trottoir. Mais c'était trop tard. L'appel avait été passé et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. La foule a éclaté en cris. Certains ont applaudi. D'autres ont sorti leur téléphone, filmant tout. Cole tituba en arrière, jurant dans sa barbe. Anquin regarda autour de lui, les yeux écarquillés, comme un animal acculé. Et Regina leva le menton, la lèvre fendue, le regard fixe, inébranlable. L'horloge tournait. Cole et Anquin n'ont rien dit. Tous deux se tournèrent instinctivement vers l'autoroute, où l'horizon lointain scintillait sous la chaleur. Quelque chose dans l'air avait changé. L'appel avait tout changé. Ce n'était pas de la paranoïa, dit Regina doucement. C'était le protocole. Cet appel était faux, marmonna Cole, même si cela ressemblait plus à une tentative désespérée de se convaincre lui-même qu'à quelqu'un d'autre. C'était du théâtre, a ajouté Anquin, bien que ses mains tremblaient, la sueur assombrissant le col de sa chemise. Regina ne bougea pas. Sa voix perça le bruit. Ils m'ont menotté sans raison. Ils m'ont frappé. Ils m'ont insulté. Et ils ont détruit des biens fédéraux. Elle se tourna légèrement, faisant face aux spectateurs. Tout est enregistré. Sur plusieurs appareils. Mais rien de tout cela n'aura d'importance dans les 5 prochaines minutes. Parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils viennent de déclencher. Cole consulta sa montre, puis tourna les yeux vers sa voiture de patrouille. L'espace d'un instant terrible, il pensa à s'enfuir. Et pendant un instant, cela compta. Puis ils sont arrivés. Pas de silence. Pas de cris. Seuls 3 véhicules noirs, se déplaçant comme des instruments de précision, se sont arrêtés au rythme d'un coup de scalpel. Toutes les portes s'ouvrirent en même temps. 2 hommes sont sortis de la voiture de tête. Ils étaient grands, vêtus de costumes gris, sans papier d'identité visible, mais leur posture à elle seule indiquait à tout le monde qu'ils n'avaient pas besoin de montrer leur papier d'identité. L'un d'eux regarda Regina. « Général, monsieur se cale ?»« Oui, répondit-elle, la tête haute, le métal des menottes captant la lumière du soleil comme un insigne d'honneur. Pouvez-vous confirmer que vous avez été contraint ? Oui. Le deuxième agent s'avançait déjà vers Anquin, ses gestes précis, presque silencieux, tandis que sa main plongeait dans la poche intérieure de sa veste. Il en sortit un petit badge marqué d'un sceau doré. Il ne clignota qu'une seconde, juste assez longtemps pour être vu. Il n'y avait pas besoin de le montrer davantage. Officier Anquin, vous et votre partenaire allez baisser vos armes. Maintenant. Qui es-tu ? Essaya de rugir Cole, mais la force abandonna sa voix à la dernière syllabe. Agence fédérale de protection, répondit calmement l'agent.
Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quel ordre crié. La femme que vous avez menottée sans inculpation, a-t-il poursuivi, est un membre actif du haut commandement stratégique du Pentagone. Le silence devint mortel. Regina bougea légèrement, juste assez pour tourner son torse et montrer ses poignets. Sa voix, calme et froide, tranchait la tension. « Enlève-moi ça. » Maintenant. L'un des agents s'avança. Avec un petit outil précis, il déverrouilla les menottes avec un clic sec. Regina les laissa tomber au sol sans même baisser les yeux. Elle leva les mains et frotta ses poignets là où le métal avait laissé des marques vives et rageuses. Anquin leva les mains, paumes ouvertes. Ils nous ont dit que le véhicule était suspect. Vous saviez exactement ce que vous faisiez, dit l'agent en l'interrompant, le regard fixe et dur comme l'acier. Et maintenant, vous allez rester parfaitement immobile jusqu'à l'arrivée des agents fédéraux. Cole essaya instinctivement de reculer. Je ne l'ai pas frappé, balbutia-t-il. On essayait juste de vérifier son identité. C'était la première fois que Regina se tournait vers lui depuis l'appel. Libérée, le contrôle retrouvé, elle plissa les yeux. Vérifier mon identité, répéta-t-elle, un sourire acéré aux lèvres. Tu m'as traité de singe, d'esclave et de garce. Tu m'as menotté. Tu m'as craché dessus. C'est ça qui te confirme. Le deuxième agent s'approcha d'elle, lui tendant respectueusement une tablette. Sur l'écran, un formulaire s'affichait, pré-rempli d'options prêtes à être activées. Madame, vous pouvez ici entamer le protocole disciplinaire d'urgence. Souhaitez-vous déposer une plainte officielle maintenant? Regina jeta un regard de Cole à Anquin. Son expression était indéchiffrable. Pas encore. Les deux hommes clignèrent des yeux, déconcertés par le retard. Les lèvres de Regina se pincèrent en une fine ligne. Je veux qu'ils ressentent ce que ça fait, dit-elle lentement, de ne pas savoir quand le toit va leur s'effondrer sur la tête. Je veux qu'ils restent éveillés ce soir, se demandant s'ils porteront encore l'uniforme demain, ou s'ils passeront leur temps à nettoyer des bureaux dans un sous-sol oublié, rempli de dossiers obsolètes. Cole déglutit difficilement. Anquin ne dit rien, mais ses mains tressaillirent légèrement, incapable de détourner le regard de Regina. Activez le protocole, ordonna-t-elle. L'agent a tapé sur l'écran. Une icône rouge s'est allumée. Le temps avait commencé à tourner. Anquin était à peine debout, sa posture oscillant comme une tour au bord de l'effondrement. Cole serrait les mâchoires si fort qu'elles tremblaient, une guerre silencieuse se livrait sous sa peau. Il savait, jusqu'au plus profond de lui-même, que chaque protestation, chaque syllabe qu'il osait prononcer, était un clou de plus enfoncé dans le cercueil de sa carrière. Vous serez retenu ici, déclara l'un des officiers d'un ton neutre, dénué de toute compassion, sans laisser place à l'espoir ni à la discussion. Une unité du juge-avocat général est en route. Vous aurez droit à une représentation juridique, mais l'acte d'accusation préliminaire sera prononcé dans les prochaines heures. Des accusations, murmura Anquin, sa voix à peine audible, fine et sèche comme la poussière. Je sais à quelle vitesse, répondit l'agent d'un ton neutre, impassible. Tout a été enregistré. Il se tourna alors, sa présence imposante alors qu'il s'adressait à eux deux avec une finalité effrayante. Votre comportement envers un officier de haut rang en uniforme portant des titres du ministère de la Défense constitue déjà un abus d'autorité, un profilage racial, une destruction de biens fédéraux et une agression de personnel militaire en service. Regina se tenait droite, les bras croisés sur la poitrine. Du sang séché maculait encore son visage, et des lignes rouges et furieuses, provenant des menottes, marquaient ses poignets, marquant sa peau comme des fantômes de violence. Pourtant, sa posture restait inébranlable, posée, royale même imposante sans qu'il soit nécessaire d'élever la voix. « Je n'ai pas besoin de crier, dit-elle d'un ton distant et contrôlé, son regard tranchant l'air comme une lame. J'ai un grade. J'ai des preuves. Et j'ai de la patience. Elle prit une inspiration, puis continua, sa voix devenant presque un murmure, chargée d'une fureur silencieuse et délibérée. Ce qui vous attend n'est pas une balle, a-t-elle dit, mais une longue chute publique, sans filet de sécurité. L'un des agents fit un bref signe de tête, un geste subtil de reconnaissance. Leurs supérieurs ont déjà été prévenus, dit-il calmement. Des images de caméras civiles sont collectées avec autorisation fédérale. De plus, vos 2 caméras corporelles étaient actives. Ces preuves ce qui a été dit et fait ne peuvent être effacées. Ses yeux froids se tournèrent vers Cole, le fixant sur place comme un spécimen sous verre. La gorge de Cole se serra tandis qu'il avalait difficilement.
Une dernière fois, désespéré, il tenta de se défendre. Je ne faisais que suivre la procédure, murmura-t-il d'une voix haletante. J'étais désorienté par la situation. Perplexe, interrompit Regina d'un ton aussi tranchant que du verre brisé. Cette fois, sa voix se brisa. La plus petite fracture transperça l'armure qu'elle portait avec tant de détermination. Tu m'as confondu avec quoi, Cole, demanda-t-elle, chaque mot chargé d'accusation. Une menace? Quelque chose d'inhumain? Quelqu'un qui ne mérite pas le respect, à cause de sa couleur de peau. Anquin ferma les yeux. Un long silence s'installa entre eux, dense et implacable. Puis Regina parla à nouveau, plus doucement cette fois, mais avec un tranchant aussi ferme et définitif qu'un marteau frappant du bois. Je ne suis pas venue ici pour te détruire, dit-elle. Tu as fait ça tout seul. J'ai juste appuyé sur le bouton. Quelques instants plus tard, un autre véhicule fédéral noir arriva, son moteur ronronnant comme un dernier chapitre. 2 agents du juge-avocat général en sortirent d'un pas vif, agissant avec une autorité discrète. Ils se présentèrent, rassemblèrent les noms des 2 agents et commencèrent à tout enregistrer sur place. Les insignes, armes de service et accréditation de Cole et Anquin furent immédiatement retirés, dépouillés comme les vestiges d'un uniforme devenu caduc. L'un des officiers du JAG lut à haute voix l'avis officiel, chaque mot étant une lame, les 2 officiers étaient suspendus sans solde, dans l'attente d'une enquête pour faute professionnelle, sous peine de poursuite pénale fédérale. Pour la première fois, Cole baissa la tête. Il ne dit rien. Anquin était pâle, haletant, le poids de la défaite gravé profondément dans les traits de son visage. Regina les observa en silence tandis qu'on les emmenait vers le véhicule fédéral qui les attendait. Il n'y avait dans ses yeux ni vengeance, ni triomphe, ni moquerie. Seulement la dignité profonde de quelqu'un qui avait enduré et qui avait maintenant vu d'autres personnes succomber à la gravité écrasante de leur propre choix. Une fois l'opération terminée, l'un des agents s'est tourné vers elle avec une courtoisie professionnelle. « Souhaitez-vous qu'une escorte vous soit attribuée pour votre transfert général ?» Elle secoua la tête. « Non, dit-elle doucement. Je ne veux pas de ça. Je conduirai moi-même. » Ça va. L'agent acquiesça. Nous veillerons à ce que votre véhicule soit prêt. Souhaitez-vous un rapport médical ou des documents complémentaires? Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Ces mots étaient simples, mais son silence laissait transparaître des mots. Elle tourna son regard vers l'horizon, l'expression immobile, le regard lointain et indéchiffrable. Cela a déjà commencé, a-t-elle déclaré. Et en janvier 1995, alors que le soleil descendait à l'horizon et que les véhicules noirs disparaissaient sur la longue route déserte, le général McCall se retrouva seul, enfin, tranquillement, en paix.